Merci, merci Nathalie. Merci à vous. Très jolie gourde génération. Non mais merci. Je vais tâcher d'être bref parce que on a effectivement un peu débordé, mais quand même dire un grand merci à Léa, à Arash, à l'équipe de direction de génération, aux permanentes et aux permanents qui ont organisé cette soirée. Vraiment, merci et bravo. À celles et ceux qui ont, à travers l'année des idées, contribué à ce travail et à cette réflexion, le comité éducation de génération qui fait depuis de longues années maintenant un travail formidable, c'est précieux, ces moments que nous avons dans cette période-là. J'ai finalement pas commencé sur la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, je crois que tout a été dit, plusieurs fois dit. J'ai bien compris que heureusement que mon camarade Philippe Cazzi a déjà eu ses palmes académiques, parce que sinon il ne les aurait pas eu compte tenu de ce qu'on lui a mis dans la figure, mais c'est un très bon nageur, c'est pour ça qu'il a eu les palmes. Voilà, bon, mais parce que je crois que le sujet est plus profond et d'ailleurs plus global que cette ministre, qui est une énième provocation finalement du président de la République à l'égard de l'éducation nationale. La nomination de Jean-Michel Blanquer en 2017 était déjà une provocation au regard de la fonction qu'il avait occupée auprès de Nicolas Sarkozy sous son quinquennat, et c'était déjà d'ailleurs la première indication qu'on aurait deux quinquennats sarkozystes avec Emmanuel Macron. Non, moi pourquoi je m'intéresse beaucoup à cette question de l'école, c'est parce que je crois qu'on est dans un moment, moi j'ai été chef de file de mon groupe sur la loi immigration, peut-être avez-vous suivi cet épisode de notre triste actualité, mais parce que je crois que nous sommes au cœur d'un moment historique dans lequel il nous appartient de redéfinir notre pacte républicain, dans lequel la question républicaine est à nouveau mise en débat. Vous voyez ce débat un peu absurde qu'on a, nous, à l'Assemblée nationale, sur ce que serait ou ne serait pas l'arc républicain. Et au fond, c'est cette question autour de laquelle on tourne, autour de laquelle tournent les réactionnaires, avec beaucoup plus de talent pour la mettre au cœur du débat public, pour mettre leurs thèmes et leurs termes au cœur du débat public que nous. Mais ils ont posé cette question de l'identité républicaine. Ils l'ont amené à travers le prisme identitaire, à travers le prisme raciste et xénophobe. On l'a vu avec la loi immigration, et nous, un peu frileux, la gauche peut-être, ne l'avons pas assez affirmé avec notre prisme à nous, c'est-à-dire que l'identité de la France, c'est sa devise, liberté, égalité, fraternité, et au cœur de cette devise, l'aspiration à l'égalité. Et c'est que depuis des années, nous subissons un discours, et ça se vérifie dans l'école, où on nous explique que finalement la France serait malade de son autorité, de son identité. Or nous, et c'est d'abord la première bataille que nous devons mener dans le champ républicain et donc dans l'analyse que nous faisons de la situation de l'école, nous considérons que la France est d'abord malade de ses inégalités. D'abord malade de la violence et de la brutalité de ses injustices. Et c'est en partant de là qu'on peut ensuite construire un discours, un récit, un projet qui permet de refonder la République, parce que oui, notre pacte républicain ne va pas bien. Parce que quand la démocratie est aussi épuisée qu'elle l'est, parce que quand le repli individuel qu'on peut caractériser sous toutes ses formes, consumériste, communautariste, écoutez tout ce qu'ils disent, etc., peut parfois se faire sentir, c'est parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, et que la gauche peut-être a failli dans cela, d'idéal républicain mobilisateur autour duquel se retrouver. Et c'est vrai, d'abord aussi avec évidemment la question sociale, on l'a vu avec la réforme des retraites. Eh bien moi je crois que l'école est un des terrains principaux de la redéfinition de ce pacte républicain. Parce que l'école c'est finalement l'un des espaces, le premier espace sans doute visible dans la vie de chacune et de chacun, dans lequel se traduit concrètement la promesse de liberté, d'égalité et de fraternité qui est la promesse républicaine. Et que je crois que c'était dit par Philippe Mérieux tout à l'heure, que c'est là qu'on apprend à faire société. C'est là qu'on apprend à faire ensemble finalement, c'est le moment de socialisation auquel on n'échappe pas, qui est le moment de socialisation premier. Et moi je crois là aussi que nous devons affirmer clairement, c'est notre différence avec ce qu'a dit le Premier ministre et ce que dit le Président de la République, qu'on ne construit pas une République, qu'on ne construit pas le pacte républicain, qu'on ne construit pas l'adhésion aux valeurs de la République, pas par des chartes, pas par des contrats d'engagement pour des associations totalement ridicules. On ne construit pas par l'injonction, on construit par la conviction. Et que l'école c'est ça. Et que l'école, c'est ça, c'est d'abord l'idée qu'on convainc. Moi, tout le monde a fait le récit de ses professeurs, donc je ne vais pas ici reprendre depuis la petite section de maternelle jusqu'au bac ce que j'ai retenu de mes professeurs, mais il y a une prof d'histoire géo qui nous disait un jour, le jour de la rentrée, ça m'a marqué cette phrase, parce que je pense que c'est vrai aussi dans le champ politique. Il y a deux écueils à éviter, c'est de dire que tout ce que je dis est bête et faux, contester tout ce que je dis, et l'autre, c'est de dire amen à tout ce que je dis. Je pense que ça s'applique bien à l'école, ça peut s'appliquer d'ailleurs aussi bien dans la vie démocratique. Et je crois que c'est ça l'école, c'est l'idée qu'on se forge sa conscience
c'est savoir aussi par la confrontation et par la discussion, et c'est ça qui nous oppose d'ailleurs avec ce que sont en train de faire les macronistes. Nous, on ne considère pas que ce sont des uniformes et des services nationaux qui vont faire des générations de bons républicains, de gens qui seront civiques. Par ailleurs, petite parenthèse, mais moi je crois qu'il faut s'inscrire en faux contre ce discours du c'était mieux avant, Philippe l'a dit, une espèce d'école fantasmée qui n'a jamais vraiment existé, mais c'est vrai aussi sur la perception qu'on a des générations. Moi, des générations, les générations, pas génération. Hein. Moi, j'en ai assez qu'on dise qu'on a une génération qui serait plus individualiste, moins civique, plus bête que les précédentes. On a aujourd'hui la génération la plus informée de l'histoire, parce que tous les gamins ont ça dans la poche. Donc on a la génération qui a accès au plus d'informations qu'on n'en ait jamais eu dans l'histoire, qui est une génération connectée au monde. Et on a d'ailleurs des réussites de ce point de vue-là, Erasmus, même dès le collège, cher Philippe. On a une génération qui est plus connectée au monde que les précédentes. On a une génération qui est plus informée que les précédentes. Ça ne veut pas dire mieux informée, mais plus informée que les précédentes. On a une génération qui est peut-être la première dans l'histoire consciente de son environnement et de la menace que fait peser le réchauffement climatique sur l'avenir de l'humanité. On a une génération, c'est mon côté woke islamo-gauchiste, que ceux qui nous regardent puissent appeler Pascal Praud, une génération qui est la première aussi consciente du poids du racisme, des discriminations, du sexisme et de l'homophobie, qui sont une contradiction même de ce que sont nos valeurs républicaines. Donc on a une génération fabuleuse, magnifique, et ce discours qui vise sans cesse à lui dire, c'était le discours de Gabriel Attal, ça nous a tous fait marrer au début, le tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, etc. Ça nous a tous fait marrer au début, mais en fait c'est une version relookée du sois jeune et tais-toi des années 60. C'est exactement ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc moi je crois d'abord qu'il faut aussi affirmer notre confiance dans cette génération nouvelle qui est là et pour laquelle nous œuvrons. Je vais rapidement sur deux choses. La première, c'est de dire que je crois que la première bataille, le premier champ de réflexion, je ne vais pas ici apporter tout un catalogue de propositions, on aura l'occasion d'y revenir, mais dire ce qui pour moi doit être là la tâche de la gauche dans le moment qui nous sépare de l'échéance de 2027. Et si possible, de le faire dans l'unité, parce que sinon, si on a 15 projets super sur l'éducation et qu'à la fin on n'est pas au second tour de l'élection présidentielle, ça ne servira à rien. J'en profite pour faire passer le message là encore à ceux qui nous regardent. Si on pouvait s'unir, ce serait quand même mieux. En fait, il y a, là on voit, c'était dit là aussi, une vraie bataille dans l'analyse et dans le constat. Si on veut faire un constat lucide, il ne faut pas tomber dans la CNewSisation de la société, dans la vision Pascal Praud de l'analyse du réel. C'était rappelé par Philippe sur ce sondage. Vous savez, les ressentis, les trucs au doigt mouillé. On me dit que, moi je sais, je suis l'élu d'une circonscription sur laquelle il y a le collège d'Issou, le collège Jacques Cartier d'Issou. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'était un déplacement de Gabriel Attal avec fanfares et trompettes devant un collège désert, puisque les professeurs étaient en droit de retrait, donc il n'y a rencontré personne, à part le maire qui est venu l'accueillir, et je le salue, Lionel Giraud, qui est un très bon maire de sa commune. Et au collège Jacques Cartier, on a mis les projecteurs, et CNews a fait des bandeaux en boucle toute la journée en disant on ne peut pas enseigner l'histoire, on ne peut pas enseigner l'art avec un tableau de femmes nues. Mais moi je les connais, les enseignants du collège Jacques Cartier d'Issou. Le problème, c'est pas, il y a eu un incident une fois dans un enseignement. Le sujet, c'est que c'est un collège qui va pas bien depuis des années. C'est un collège où il manque un CPE, c'est un collège où il manque une infirmière scolaire, c'est un collège où il manque des moyens et des heures disponibles pour accompagner les élèves. C'est ça la réalité. Et donc, vous avez sur CNews un projecteur qui est mis sur un établissement, sur un cas. Mais comme on en a connu, moi j'étais, Philippe a rappelé tout à l'heure quelques histoires de la cité scolaire à Amiens. Mais moi j'étais collégien à l'aube des années 2000, il y avait déjà dans chaque année un gamin qui dans une classe contestait ceci, trouvait cela ou provoquait sur ceci ou cela. Rien de nouveau. À l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu qui en faisaient à chaque fois un coup de projecteur qui par ailleurs ensuite fait tache d'huile. Mais vous avez là typiquement une déformation du réel, on explique qu'il y aurait un problème. D'ailleurs, en plus, on mélange tout à chaque fois. On mélange la question de la laïcité, qui est la séparation des églises et de l'État, et la question de la perception du fait religieux, la question du rapport à l'art, du rapport à l'autre, etc. Et on mélange tout et on vous explique que du coup, vous avez tout un collège qui serait peuplé d'islamistes radicaux à deux doigts de se faire exploser comme des terroristes. Bon. Et on déforme le réel, et à partir de ça, des gens qui sont censés être les représentants de l'État ne vont commenter que cette partie-là, ne vont agir
que là-dessus. Moyennant quoi, à 3 km du collège d'Issou, vous avez le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, où des murs s'effondrent littéralement, où les enseignants ont froid comme c'est pas possible, et les élèves ont froid comme c'est pas possible, où là aussi il y a des désastres entiers qui se produisent chaque année, mais là, évidemment, pas un ministre de l'Éducation nationale n'y est venu, parce que personne n'a parlé d'un problème de laïcité ou de remise en cause du moindre enseignement. Bref, tout ça pour dire que je crois qu'il faut là aussi que nous on assume que on va dans une analyse qui se fonde sur la réalité des faits. Et la réalité, quelle est-elle sur l'école? Je me permets de te citer, Philippe, il y a quelques années, on avait organisé un débat et tu avais eu cette formule qui, depuis, pour moi, résume mieux qu'aucune autre la situation de l'école. Tu nous avais dit, l'école, c'est comme un hôpital qui soignerait parfaitement bien les patients en très bonne santé. C'est ça l'école française aujourd'hui. L'école, comme la République, elle n'est pas malade d'un manque d'autorité. Ça me fait rire ce discours sur l'autorité du maître. Qu'on commence par avoir une ministre de l'Éducation nationale qui respecte les enseignants, qui ne va pas mentir sur les taux d'absence dans l'école de ses enfants. Qu'on commence par avoir des représentants de la nation qui croient dans l'école publique et républicaine et qui donnent aux enseignantes et aux enseignants la juste rémunération de leur travail, la considération dans leur expertise du terrain. C'est auprès des pouvoirs publics que les enseignants manquent d'autorité. Il n'y a pas une famille, quand même, et y compris d'ailleurs, moi j'en ai marre de la stigmatisation des quartiers populaires et des milieux populaires, il n'y a pas une famille, il n'y a pas plus de familles qu'avant, pardon, il y a toujours des gens qui contestent, enfin, moi j'ai plus vu la contestation des enseignants dans des milieux bourgeois où on explique que le prof a tort, que dans les familles populaires où au contraire le bulletin de notes, il est attendu, il est regardé et il est un facteur de réussite. Donc là aussi, il faudra arrêter avec les discours stigmatisants sur les parents dans les milieux populaires et dans les quartiers populaires. Mais nous, notre sujet, il est là, essentiellement. C'est que l'école, elle n'est pas malade de l'autorité, elle n'est pas malade de la revendication des identités, elle est malade des inégalités, comme le reste de la société. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'école, quand on est un pays où la grande pauvreté, elle explose, quand on est un pays où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, il ne cesse de se creuser, eh bien oui, ça se répercute le matin de la rentrée scolaire à 8 h du matin. Parce que l'école, elle ne vous transforme pas de pauvres en riches. L'école, elle ne transforme pas votre passoire thermique en un logement décent et habitable. L'école, elle ne transforme pas votre quartier pourri qui tombe en ruine, qui est abandonné depuis des années, en un Eldorado ou en un ghetto pour riches, comme c'est le cas pour ceux qui vivent dans les beaux quartiers parisiens. C'est ça la réalité aussi, et c'est donc de ce constat-là, je pense, que nous devons partir. Et au final, c'est peut-être la différence fondamentale qu'on a. On a évidemment une opposition radicale sur les solutions pour l'école. Mais elle vient d'un constat, à mon avis, plus profond sur la société et sur une différence de vue avec les macronistes, en y réfléchissant bien. C'est qu'ils agitent deux concepts qui, pour moi, sont des écrans de fumée absolus. La méritocratie. Le mérite, ça dépend d'où on part. Mais moi, ça, je pense que tout le monde ici sait quoi penser de cette histoire de méritocratie. Mais il y en a aussi un autre, et il a été évoqué dans notre réunion, donc je veux stigmatiser personne, et je ne veux pas remettre en cause les propos, mais l'égalité des chances. Pardon, enfin l'égalité des chances, c'est bon quand on joue au casino ou au loto. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité réelle, l'égalité des droits. Et l'école, c'est pas l'égalité des chances de tiens, on va te donner le même enseignement et après démerden ziziche, comme disait ma prof d'allemand. Madame Cellier, je la salue si elle nous regarde. Elle m'a pas laissé que des bons souvenirs, par contre. Je dois vous en faire la confidence. C'est que pour ces gens, pour Gabriel Attal, pour Emmanuel Macron, quand on regarde ce qu'est leur parcours, je suis pas pour juger les gens sur d'où ils viennent. Tu l'as dit, Philippe, la Providence à Amiens, ça produit Emmanuel Macron, François Ruffin. Il y en a un qui est de gauche, qui veut combattre les inégalités, et il y en a un autre qui veut les perpétuer. Donc évidemment qu'on peut s'émanciper et s'arracher à ça. Non, je crois que philosophiquement, pour Macron, pour Attal, pour le courant politique et philosophique qu'il représente, finalement, il y a l'idée que chacun est maître de son destin individuel tout seul, et qu'en fait, il y a les winners et les losers, qu'il y a ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien. D'ailleurs, il a été extrêmement clair, le président de la République, avec ça. Et donc, leur vision de l'école, elle est matricée par ça. Elle est matricée par l'idée qu'il y a ceux qui, effectivement, Laurence le dit tout à l'heure, il y a ceux qui sont faits pour l'école, et puis il y a ceux qui ne sont pas faits pour l'école. Et donc, eh bien, ça justifie les politiques de tri social, ça justifie Parcoursup, ça justifie l'idée que, bah oui, on peut mettre son gamin à Stanislas, parce que de toute façon, lui, il est fait pour réussir et que les autres ne le sont pas. Donc je crois qu'on est vraiment là, dans cette bataille d'interprétation avec eux, et je le redis, j'espère que plus jamais, dans un texte de génération, dans un texte de gauche, on parlera d'égalité des chances, qui est un concept totalement foireux, et qui ne correspond pas à ce que nous défendons. Et enfin, très rapidement, parce que j'ai déjà été trop long, contrairement à ma promesse. Quelle perspective pour nous, une fois qu'on a mené cette bataille du constat et sur la question des inégalités?
Moi, je crois qu'on a besoin, puisque si on considère, comme je le considère, que la question de l'école est finalement une question centrale dans la redéfinition du pacte républicain et du contrat social, on n'a pas besoin de s'agiter et de courir uniquement derrière des slogans et derrière des catalogues de propositions. On a besoin, à un moment donné, de prendre le temps de ralentir. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la question du temps libéré. Marie l'a rappelé tout à l'heure sur la question du droit aux vacances. On a besoin aussi d'arrêter avec cette vision de l'éducation nationale, des politiques publiques, où en fait chaque ministre qui arrive veut sa réforme à son nom, et donc on fait une réforme, on change tout un tas de choses, on n'a pas le temps d'en mesurer l'application ou pas, on n'a pas le temps d'écouter les premiers experts du terrain que sont les enseignantes et les enseignants, que sont la communauté éducative pour savoir comment ça marche ou ça marche pas, qu'on passe déjà à une autre. Parce qu'effectivement, sur CNews, on dit que le problème c'est l'autorité, et donc il faut l'autorité, comme si chanter la Marseillaise avant les cours, moi j'adore la Marseillaise, pas de problème, il y avait un match de rugby ce soir, j'adore le drapeau tricolore, pas de problème, j'ai même une belle écharpe bleu blanc rouge que je suis ravi d'arborer dans les manifs contre la réforme des retraites ou contre la loi immigration, pas de problème, j'ai aucun problème avec mon identité républicaine, mais enfin, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui ça dont ait besoin la jeunesse de notre pays, parce que la République, les jeunes doivent d'abord l'éprouver dans leur vie quotidienne. Et quand vous êtes victime du racisme et des discriminations, comme c'est le cas au Val-Fouré dans ma circonscription, parce qu'un lycéen, quand il sort du lycée, il est contrôlé 7 fois plus par la police qu'un autre à raison de la couleur de sa peau, là, la République, vous pouvez chanter la Marseillaise, apprendre sa devise, elle ne veut rien dire, cette devise, dans votre vie quotidienne. De la même façon, quand vos parents galèrent à trouver du boulot et ne sont pas en mesure de vous faire manger 3 repas par jour. Bref, je me suis un peu garé. Donc je crois qu'on n'est pas dans la nécessité là d'aller courir comme ça et de faire un petit programme en catimini et de sortir 40 propositions en disant les moyens, bien sûr oui les moyens, mais qu'on doit aller un peu plus loin. Et donc la proposition que je formule là, qui est soumise au débat, c'est quand même en face, je dis pas convention citoyenne parce que ça a été galvaudé un peu par la suite, mais une conférence citoyenne, quelque chose à un moment donné où on met en pause, où on fait un moratoire sur la réforme de l'éducation nationale, où on arrête de faire en sorte que chaque ministre se fasse plaisir avec ses mesurettes sans réelle étude et sans réelle concertation, et qu'on mette tout le monde autour de la table. L'école, ça concerne toute la République. L'école, ça concerne évidemment d'abord celles et ceux qui la font vivre, ses serviteurs, les enseignantes et les enseignants, les parents d'élèves, les personnels éducatifs, mais aussi le monde de l'éducation populaire, je vais y revenir. On se met autour de la table et on se dit voilà, quels sont nos objectifs. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui un problème d'inégalité? Et donc comment on veut le résoudre? Comment on agit là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui notre école, ça a été dit, elle est encore une école du tri par l'échec, et comment on transforme ça? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est bien qu'aujourd'hui les parents ils aient accès aux notes par exemple avant même que le gamin puisse rentrer à la maison? Est-ce que ça brise pas un moment précieux dans la vie tout collégien, tout lycéen qu'on a eu, qui est comment je vais annoncer ma seule note à ses parents? Et d'ailleurs même, est-ce qu'on considère que finalement les notes c'est très efficace? Est-ce qu'on considère que la notation c'est bien? On réinterroge tout. Est-ce qu'on considère que voilà, des cours c'est 50-55 minutes? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est adapté à toutes les matières? Est-ce que c'est adapté à tous les élèves? On met tout sur la table et on prend le temps qu'il faut pour tout mettre sur la table et tout réfléchir, et on ouvre pour moi 3 chantiers. La question des moyens et de l'organisation. Oui, l'école, parce qu'on peut faire des dédoublements de classes, etc., quand on ne met pas les moyens en face, quand on ne donne pas aussi de la souplesse. Moi, il y a un débat sur l'autonomie. Faisons la vraie autonomie pour l'éducation nationale. C'est celle où on fait confiance aux enseignantes et aux enseignants pour monter des projets, pour accompagner les élèves, pour avoir du temps aussi pour organiser ça. Parce que c'est bien beau de dire on va faire de l'autonomie et faire de l'école une entreprise, mais il faut donner, enfin c'est bien beau, vous avez compris l'ironie du propos, mais si on veut vraiment de libérer les énergies, comme ils disent pour le monde économique, eh bien libérons les énergies de celles et ceux qui font vivre l'école et faisons confiance aux enseignants, au personnel éducatif pour monter des projets. Et pour ça il y a besoin de moyens. Là aussi j'ai pas besoin de vous faire le descriptif de ce que je vis dans ma circonscription et que vous vivez pour celles et ceux qui connaissent bien l'éducation nationale, de grandes annonces qui sont faites. Le remplacement, les dédoublements, etc., etc. Puis à la fin, comme il n'y a pas les moyens qui suivent, c'est un peu le bricolage généralisé dans les établissements scolaires, et bravo aux équipes éducatives qui tiennent dans ces conditions déplorables. Donc la question des moyens et de l'organisation. Ensuite, la question, évidemment, le cœur du sujet, c'est comment on enseigne. Donc effectivement, la question pédagogique, la question des programmes, la question de la façon dont on enseigne, pas forcément de la même façon à tous les élèves, et comment effectivement l'école, elle est vraiment l'école pour toutes et pour tous, parce qu'il n'y a rien de pire que ce discours qui consiste à dire qu'un enfant n'est pas adapté à l'école. Ça veut dire que l'école n'est pas adaptée à lui. Et c'est ça aussi qu'il faut changer dans la façon et dans les discours qui sont produits par celles et ceux qui nous gouvernent. Et enfin, dernière question, et c'est pour pas seulement pour faire plaisir à Marie Batou, mais parce que je pense que c'est essentiel, c'est la question de l'alliance éducative. Parce que l'école, c'est un lieu commun de dire ça, ne peut pas tout toute seule. Et que je le disais, pourquoi moi je me bats sur le droit aux vacances? Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'école. Quand le jour de la rentrée scolaire, à 8 h du matin,
vous savez, le jour de la rentrée en seconde, dans une classe de gamins, en fonction de l'origine sociale, en fonction de ce qu'ils ont fait l'été ou pas, lequel aura son bac avec mention et lequel échouera, et que vous avez très peu de chances de vous tromper, c'est qu'il y a un problème. Et moi je crois que la capacité à s'émerveiller, la capacité à s'aérer, la capacité à sortir de son quotidien, à sortir de son petit logement dans lequel on est enfermé avec sa famille l'été, non seulement c'est bien pour aller bien soi-même, mais que la réussite éducative, elle repose aussi sur la confiance en soi. Elle repose aussi, je prends par exemple des matières un peu discriminantes comme l'histoire géo. Bah moi j'étais bon en histoire géo parce qu'en fait l'été j'ai pu voir une montagne, la mer, un musée à Paris, etc. Et qu'après on va beaucoup plus vite pour comprendre un certain nombre de concepts. Qu'on est aussi beaucoup plus à l'aise à l'école quand on a la capacité à se sociabiliser. Et donc oui, il faut là aussi relancer les sorties scolaires, les classes découvertes. Il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Hein, on a libéré les énergies pour les grandes entreprises du CAC 40, mais pas pour les profs qui veulent monter des projets parce que c'est beaucoup plus galère qu'avant d'avoir des financements, d'avoir du temps pour ça et d'avoir l'accompagnement pour ça. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Le lien avec le monde de l'éducation populaire. Encore une fois, c'est je crois le cœur du sujet aussi, si on veut que, arrivant à l'école, des enfants puissent, eh bien, quand ils passent d'enfants à élèves, avoir les instruments, les armes pour affronter ensuite le parcours scolaire et le parcours en classe. Voilà pour moi 3 chantiers qui méritent qu'on s'y intéresse avec effectivement un peu plus de temps, un peu plus d'intelligence que simplement des slogans. Je trouve que globalement, si on se dit les choses, depuis quelques années, la gauche, elle a du mal à avoir un discours audible. Mais peut-être parce qu'on n'a pas mené la bataille du constat, peut-être parce qu'on n'a pas mené la bataille culturelle sur la vision qu'on a de l'école, peut-être parce qu'on a aussi des gens qui à gauche disent « oui, c'est vrai, il y a quand même... voilà, on peut plus faire redoubler les gamins, oui, ah bah oui, puis il y a un problème d'autorité, tu te rends compte, parce que machin, et qui n'interrogent pas finalement les problèmes à la racine, et qu'on a parfois des dirigeants politiques qui sont pas à la hauteur, mais je suis rassuré parce que avec Francesca, avec Rodrigo, avec Sophie, avec les collègues qui sont impliqués sur ces questions à l'Assemblée nationale et au-delà avec vous toutes et vous tous, je suis persuadé qu'on peut tracer un chemin positif, optimiste pour l'école de la République, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et je termine par ça. Si on veut, à la fin, empêcher la société de basculer dans le repli identitaire, si on veut, à la fin, éviter les solutions nationalistes, les solutions racistes, comme on a pu le voir avec la loi immigration, alors il faudra l'école. C'est l'école qui a enraciné la République dans ce pays. C'est l'école, et c'est par l'école qu'on pourra construire un idéal républicain, un idéal démocratique, qui permettra d'affronter plus fortement ce que sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les défis climatiques, l'effondrement démocratique et les injustices sociales. Donc merci pour cette soirée, merci pour ce travail, et on est évidemment à votre disposition pour le continuer.